difficile d'ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit, donc je vais éviter les redites. Il est rare, pour ne pas dire impossible, de lire un rapport, soit de la Cour des comptes, qui analyse l'action de l'État, soit de la Chambre régionale des comptes en direction des collectivités notamment, qui n'est pas une phraséologie à charge. Ça n'existe pas. Ou alors ce n'est pas un rapport de Chambre ou de Cour des comptes, premièrement. Ceci étant dit, il y a des degrés. On ne peut pas nier, et un lecteur qui ne serait ni en campagne électorale, ni impliqué chez les uns ou chez les autres, ne peut pas, à la lecture de ce document, ne pas se demander s'il y a un problème. Alors, on ne va pas verser ici dans l'exploitation politicienne de ce sujet, mais je rejoins Jean-Charles sur l'idée qu'on ne peut pas, au gré du temps, lire un document de même facture, de même nature, avec la même phraséologie, comme un document à charge, il y a 5 ans, et puis lire la même phraséologie, la même nature, et les mêmes contenus, ou presque, de ce document, et puis dire non, c'est la faute du rédacteur. Je crois qu'il faut commencer par apprécier l'idée qu'aussi bien la haute autorité que la Chambre régionale des comptes, et particulièrement les chambres régionales des comptes, sont composées de magistrats professionnels et qui, sinon font autorité, en tout cas, et en termes de neutralité et en termes d'expertise, garantissent une observation neutre et impartiale. Et il faut évacuer tout de suite le procès de partialité et d'intérêt de nuire de la part des rédacteurs, sans quoi on ne peut pas lire ce document avec le bénéfice qu'on doit tirer de ce document. J'ai eu la chance et le privilège de connaître Philippe Séguin, qui était premier président de la Cour des comptes et qui avait compris le virage que devait prendre cette institution, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional et déconcentré. L'idée, c'était de passer d'une fonction d'inquisition, telle qu'elle est perçue par les destinataires, à une fonction de conseil. Mais pour lire un tel document à travers une fonction conseil, il faut s'extraire du caractère prétendument partial, voire complotiste, avec lequel vous décrivez à charge, sans énumérer un certain nombre de points dont vous pouvez considérer qu'ils ont été excessivement critiqués, mais qui méritent qu'on s'y penche quand même. Citons-les par grande catégorie. Et donc, ce qu'on attend de vous, ce qu'on aurait pu attendre de vous à travers un débat organisé de façon plus dépassionnée, parce que manifestement, vous n'avez pas encaissé, digéré suffisamment la charge à la fois de la presse et d'un certain nombre de relais, qui n'est pas dirigé contre vous, qui se fait le relais du ton rare dans sa propension à distiller un certain nombre de problèmes que le rapport présente. Quant à les investissements, ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire si oui ou non, vous avez été à la hauteur des investissements qu'on attend d'un tel dossier. Un peu d'histoire quand même. Un peu d'histoire quand même, avant qu'on entende le sempiternel refrain sur le train qui ne passait pas dans le tunnel. Ohimè, ce che Monteso. On n'est pas dans la théorie du complot, on est dans des situations rocambolesques et fantaisistes. Accord de Matignon, le début des années 2000. Il n'y en a pas un dans cet hémicycle, je vous renvoie à l'histoire, qui se soit opposé dans le pack complet du pays à l'idée, suggérée à l'époque par le groupe communiste, de dire on relance le train. C'est à peu près comme ça, je parle à ceux qui étaient là, je n'en étais pas, je n'étais qu'un modeste et jeune observateur de ces travaux, et assidu, ceci dit, pour rappeler ce fait historique. Le groupe communiste dit, dans le PU, on veut du train. Très bien, tout le monde est d'accord. Top là, le PU intègre l'idée de relancer le chemin de fer. S'en suivent un certain nombre de crédits afférents, des Corepa qui suivent, et il est vrai que la mandature Santine a été
actrice en termes de PUI et impulsive dans le lancement, dans l'amorçage de ce gros chantier. Et que la facture allant croissant et du temps, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? Ou on continue? Il y a eu des arbitrages, il y a eu parfois des dilemmes, il y a eu des questionnements, il y a eu des interrogations, des préoccupations, des inquiétudes, et c'est vrai qu'on a continué. Ça fait que sur la mandature Santine, ce sont près de 250 millions d'euros qui ont été investis. Alors, on ne va pas vous faire procès d'avoir investi moins. Simplement, vous ne pourriez pas investir maintenant si l'amorçage, les gares, les trains, les chemins de fer, avec toutes les réserves que vous ne manquerez pas de porter, y compris, je le dis parfois, de façon un peu poussive et caricaturale. Mais ça, on pourrait rentrer dans une expertise plus poussée. Chère Hyacinthe, ce que vous dites dans l'enthousiasme qui peut parfois vous caractériser est un marqueur de ce que j'appelle la dimension militante. Ça ne fait pas de vous des mauvais gestionnaires, je précise mon propos. Ça fait de vous des gens qui parfois vous exprimez avec une fibre militante, moins qu'avec une fibre gestionnaire. Quand en début de mandature, non pas vous promettez, mais en pleine page, on lit ce qui relève de l'imprudence, par charité chrétienne, je n'enverrai pas d'autres termes, n'emploierai pas d'autres termes, mais c'est de l'imprudence que de dire, voire un peu d'amateurisme, de dire dans 2 ans, dans 3 ans, à en gros 5 millions d'euros le kilomètre, on va arriver à Folie. Même si on ne connaît pas les finances de cette institution, c'est de l'ordre de l'imprudence et de la caricature. Mais ça, c'est rien, puisque ça, ce n'est pas soulevé dans le rapport. Grand 2, après les investissements, on attend que vous répondiez sur la charge que vous considérez comme portée sur votre gestion. La stratégie patrimoniale existe, elle n'existe pas, elle est fixée. De quel ordre? Le schéma régional d'intermodalité, il est figé, il est formalisé. Où en est-on? Il y a peut-être des choses qui existent que nous ne connaissons pas. Peut-être sommes-nous mal informés ou peut-être nous sommes-nous mal informés nous-mêmes. Mais dites-le. Grande 3, les coûts d'exploitation. Évidemment, je vous rejoins moins sur ce point, on ne peut pas comparer les chemins de fer de la Corse avec un TER. Pour autant, est-ce que ça justifie les coûts d'exploitation actuels? Vous ne pouvez pas vous en sortir en disant les chemins de fer de la Corse, il y a 40 sommets à plus de 2000, on traverse un relief tourmenté, et donc on ne peut pas les comparer au TER. Ça, on est d'accord. Mais est-ce que pour autant, les coûts d'exploitation sont justifiés? Troisièmement, on revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, au sujet de l'Office des transports sur sa mission de contrôle. Il est pointé sur le rapport la faiblesse du contrôle de l'opérateur par l'autorité concédante. Ça ne veut pas dire que le président de l'exécutif doit aller vérifier les comptes des chemins de fer tous les matins. Mais est-ce qu'il existe une fonction contrôle institutionnalisée, formalisée? Ressources humaines. Masse salariale en hausse, vous avez sûrement des choses à nous dire, mais dites-les, mettez-les sur la table. On ne peut pas rester sur des questions ouvertes dès lors que vous considérez qu'il s'agit d'une charge. Il y a peut-être des explications, l'évolution du coût de la vie. On observe d'ailleurs que vous avez répondu qu'il n'y avait pas plus de salariés qu'il n'y en avait en début de mandat. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, peut-être qu'il en faut plus. Il n'y en a pas. Bon, en tout cas, ou alors ils sont mieux payés, on ne sait pas. Mais on attend des explications. Enfin, pour finir sa fonction militante, je reprends l'illustration profondément militante de la gestion de cet outil. Lorsque vous organisez, ou lorsque vous êtes tenté d'organiser, bon après un dérapage contrôlé, vous êtes rattrapé dans la matinée, mais enfin, moi, sur des sites, comment est-ce que vous avez pu imaginer que vous pouviez transporter des militants de Bastia à Ajaccio en offrant un tarif gratuit? Ou à demi-tarif. Mais comment, après, voulez-vous que l'on vous regarde autrement que comme des dirigeants militants qui se servent d'un outil institutionnel financé par la puissance publique à des fins militantes? C'était quand même pas... Ah oui, vous allez me dire, c'était une manifestation sur la démocratie avec Macron. Bon, fais-moi la corte.
il n'y avait pas trop, comment dirais-je, de militants de la République En Marche dans ce train ce jour-là. Ou assez peu. Bon, il y avait donc une fonction militante. Donc, en synthèse, et pour conclure, ce qu'on attend de vous ce soir, c'est de sortir par le haut de ce que vous considérez au travers de la fuite, et là, on ne peut que vous donner raison. Bon, je suis content d'ailleurs et satisfait que la suggestion un peu à charge qui a été distillée hier en commission permanente soit levée. L'opposition, évidemment, n'a ni intérêt ni eu le souhait et le désir d'organiser quelque fuite que ce soit. Elle se contente, pour l'heure, à la fois de lire la presse et de commenter le document. Donc, de grâce, répondez aux questions qui vous paraissent lourdes sur ce sujet, afin d'en revenir à ce qu'avait souhaité Philippe Séguin, de regarder cette institution comme une fonction qui doit conseiller les collectivités et les satellites qui s'y rattachent, et dites-nous ce que vous pensez des 5 recommandations formulées par la Chambre régionale des comptes.